je suis Caro Caro. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au fil du yoga. Aujourd'hui, je vais répondre à Marion. Marion m'a envoyé une question il y a un petit mois concernant la vision du yoga sur la personne. Ma première réaction a été de lui dire qu'en fait, il y avait très peu de réflexion sur la personne puisque le yoga étant l'union du corps et de l'esprit et de l'individu avec le Brahman, le grand tout, la personne en fait n'était qu'un intermédiaire très rapide. Et puis ensuite, je lui ai dit d'aller écouter un de nos tout premiers podcasts qu'on avait réalisé avec Maïmouna portant sur le corps. Et puis les jours sont passés et sa question en fait était toujours là, présente en arrière-plan. Et ce matin, j'ai beaucoup pensé à cette question et je me suis dit, mais en fait, je me suis trompée sur ma première réponse. Ou plutôt, il me faut la compléter. Il me faut la compléter parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré la fin, le résultat, ce qui est yoga. Yoga, c'est l'union. Il n'y a pas à tarabistouiller et effectivement, la personne n'existe plus puisqu'elle est brahmane. Elle n'est pas une partie, enfin en tout cas dans le tantra, elle est brahmane dans son intégralité, pas une partie, elle est. Et je me suis dit, mais en fait, le truc, c'est que tu considères la fin, mais il y a tout le chemin. Et il faut bien dire que peut-être que le chemin prendra toute une vie humaine, toute la vie d'une personne. Alors j'avais envie de modifier ou de compléter ma réponse, parce qu'en plus on est le 1er janvier aujourd'hui, le 1er janvier 2023, et généralement c'est l'occasion pour beaucoup de monde de prendre de bonnes intentions. Perso, je prends plus trop de bonnes intentions parce qu'elles sont jamais remplies. Et puis parce que en fait, tous les jours, j'essaye de prendre des intentions quand j'y pense de façon consciente. Mais il y a une chose qui me tient à cœur et en fait que j'essaye du mieux possible de développer avec ce podcast, avec mon blog, avec mes cours, avec les ateliers auxquels je participe et puis quand je suis moi-même élève ou avec mes collègues de travail, avec mes amis bien entendu et ma famille, c'est de retrouver la véritable interaction entre les personnes, entre les humains, de créer une communauté. Quand j'ai commencé le yoga, on était un petit groupe dans le studio où j'étais d'abord élève et puis où j'ai suivi ma formation et puis où j'ai fini par donner des cours. Et je l'appelais ma communauté de yoga. J'étais particulièrement à l'aise avec ces personnes. Il faut dire que ces personnes m'avaient vu peler une à une ces couches d'oignons, ces couches qui viennent se superposer tout au long de notre vie et avec beaucoup de pleurs, avec beaucoup de grimaces, mais aussi beaucoup de rires et beaucoup d'amour. Et c'est cet amour, amitié qui me manque et que j'ai retrouvé dans la communauté de Forest Yoga quand je suis allée suivre ma 2e formation de professeur de yoga. Des gens en plus qui ne parlaient pas ma langue, donc il y avait cette barrière à dépasser et il faut dire cette gentillesse à essayer de me comprendre parce que je parle très mal, même si je comprends l'anglais, je parle très mal. Et d'essayer de faire en sorte que je me sente bien et confortable. Et cette communauté, je l'adore parce que elle existe encore et elle se développe. Je suis toujours contente de dire à la maison je viens de recevoir un message de la nouvelle année d'Italie,
de Suède, d'Indonésie, bien sûr de Grande-Bretagne et d'Écosse, où j'ai beaucoup d'amis, et des États-Unis. Et ça me plaît, ça me fait voyager, bien entendu. Et en fait, même si c'est bref, pendant ce bref instant, il y a une véritable relation, union avec ces personnes. Donc, il nous faut parler de la personne. Je ne vais pas vous parler de texte parce que, en fait, je ne les connais pas. En tout cas, ça ne me vient pas comme ça à l'idée. Mais par contre, je vais vous parler de deux grandes notions, enfin de quatre en fait, de Purusha et Prakriti, que l'on retrouve dans quasiment tous les textes du yoga, et les textes qui ont précédé ce que nous on appelle le yoga, qui est le brahmanisme avec les Védas. Je précise que les Védas sont surtout des textes, à mon sens, qui sont les prémices de la religion hindoue et pas du yoga. Par contre, on retrouve Purusha et Prakriti, enfin Purusha surtout, et c'est assez marrant de voir la cosmogonie, c'est-à-dire l'explication de la création du monde. Et c'est là que c'est pas mal parce que le Sankhya, qui lui est par contre un texte du yoga, un des darshanas comme le yoga lui-même, viendra expliquer pas mal de choses qui nous permettent de nous comprendre en tant que personne. Alors, en très très gros, je schématise, on a d'un côté Prakriti, la matière, quelque chose une matière qui ne bouge pas, qui n'a pas conscience d'elle-même, qui est là. Et puis vous avez Purusha, cette conscience. Et puis un jour, les deux se rencontrent et la production de cette rencontre va aboutir en fait à la mise en place de ce qu'on appelle les tattvas, les 25 tattvas, qui, quand vous les étudiez, reviennent en fait à créer les différents déterminants de la personne humaine, et je pense même que je pourrais dire pour tous les êtres vivants. Alors voyons pour la personne humaine. La première chose qui se développe, c'est Mahat, la buddhi, c'est-à-dire l'intelligence, et puis il vient tout de suite après Ahamkara, qui sera le principe d'individuation qu'on traduit aussi par l'ego. Moi, j'y vois une toute petite différence. J'y vois une différence parce qu'en fait, dans notre société occidentale, l'ego devient très négatif. Et alors que dans la philosophie indienne, c'est pas du tout ça. Le principe d'individuation, c'est juste que je suis différente de vous. Donc, c'est la création de différentes personnes. Sous l'effet des gunas, rajas, sattva et tamas, qui sont des principes en fait, parce que ça n'existe pas, ce sont des principes de la création. Quand je dis ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent dans la philosophie occidentale, donc il faut les accepter tels que. Dites-vous que sattva, c'est ce principe lumineux, créateur. Tamas, c'est le contraire, c'est plutôt la lourdeur, le noir, et rajas, le rouge, c'est le dynamisme, la mobilité. Donc, à la suite de Ahamkara, on va avoir Manas, le mental, et sous l'effet du principe sattvique et du principe tamasique, on va avoir nos perceptions, nos sens qui vont se développer avec un jeu de rajas sur l'un et sur l'autre. Donc on retrouve nos organes de perception, les sens, et puis aussi ce qu'on appelle les mahabhutas, les principes, les 5 éléments qu'on dira grossiers, l'éther, l'air, le feu, l'eau, et j'ai oublié le 5e. Tout ça va créer la vie, l'être vivant. Et en définitive, ce jeu sur Manas nous crée nous en tant que personne.
Voilà. Donc ça, cette création, on la retrouve en fait depuis les Védas. Pas avec les Tattvas, ça sera le Sankhya. Et ensuite, dans les Yoga Sutras, vous retrouvez les gunas, puisqu'en définitive, ce qu'on vous demande, ce qu'expliquent les Yoga Sutras, c'est de développer d'abord Sattva, le principe lumineux, équilibrer les trois gunas, c'est-à-dire arriver dans une espèce d'équilibre interne, et puis ensuite c'est aller au-delà de ces trois éléments, ces trois principes. Pourquoi ? Parce que la libération suppose qu'il n'y a plus du tout de principe. Bon, c'est un peu compliqué, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, oui, le yoga tient compte de la personne, ou plutôt la personne est bien évoquée dans la philosophie du yoga. Alors, je suis allée très vite sur la philosophie du Sankhya. C'est un peu particulier. Je vous renvoie à mes excellents articles que j'ai écrits sur mon blog, le blog yoga de Caro Caro, www.caroyogablog.com, où je vous explique tout ça de façon un peu plus posée, un peu plus complète. Notre chemin de yoga, notre chemin spirituel, puisque je le rappelle encore une fois, pour Amarjap Kaur comme pour moi, le yoga est une spiritualité, ou si vous préférez un autre terme, une philosophie de vie. Moi, je vais y mettre un aspect spirituel, me convient bien. Il y a une part de mystique, de dévotion, d'éléments un peu supérieurs, une espèce de transcendance immanente quelque part. Donc voilà, le yoga est une spiritualité pour moi. Eh bien, cette spiritualité, cet esprit, cette âme, nous conduit à rencontrer d'autres âmes. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Jivatman, ça c'est nous, l'individu. Atman, ça va être plus l'esprit, âme de chacun. Et puis, Brahman, le grand tout. Et notamment, ça c'est une pensée qui est tantrique, qu'il y a une union entre les Jivatman, Atman et Brahman. Brahman, c'est donc ce grand tout, c'est ça que j'appelle la transcendance immanente. C'est un concept difficile à expliquer, enfin en tout cas je peux difficilement vous l'expliquer, mais j'espère que vous arrivez à percevoir, et puis chacun va y mettre ses propres termes. Et puis alors, j'ai appris aussi quand même quelque chose de très important. Je suis une personne très rationnelle, ça vous le savez, donc je me pose beaucoup de questions. Je pense que se poser des questions pour un occidental, un Français, puisque nous sommes les champions de la rationalité, c'est normal. Sauf que l'esprit indien, lui, ne se pose pas de questions. C'est comme ça. Et justement, peut-être qu'il y a cet aspect de c'est comme ça qu'il faut intégrer un peu plus et moins se laisser porter par son esprit d'occidental. Donc, Brahman, c'est comme ça. Alors, quand vous plongez un peu plus, en fait, dans la compréhension de qui vous êtes, de comment vous agissez en tant que personne quand vous êtes seul et quand vous êtes en interaction avec d'autres personnes. Observez-vous, sentez comment vous êtes, sentez votre corps, sentez vos émotions, les idées qui passent, sentez quand vous commencez à parler, observez l'autre personne quand vous vous adressez à une autre personne. Et puis voyez les différences quand vous êtes seul et quand vous êtes avec quelqu'un d'autre dans une pièce. Analysez aussi vos émotions. Pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. C'est très intéressant de voir et plus que de se dire je n'aime pas cette personne ou je déteste cette personne parce qu'elle a fait ça. En fait, c'est qu'est-ce qui en moi provoque ce type d'assertion.
Et vous verrez à ce moment-là peut-être le jeu de sattva, rajas et tamas. Vous comprendrez pourquoi certains jours vous êtes dans un tel état et un autre jour dans un autre état. Pourquoi vous répondez? Quelle est votre sensibilité parfois sur certains sujets ou quand quelqu'un vous adresse la parole d'une certaine façon? En fait, vous allez vous étudier. Cette étude de la personne à travers ce qu'on apprend du yoga, le détachement, la mise en abîme, le retrait d'essence. Le retrait d'essence est un des membres du yoga, de l'Ashtanga Yoga, pas le style de yoga Ashtanga, hein. L'Ashtanga Yoga des Yoga Sutras, c'est-à-dire pas les étapes, parce qu'en fait, il faut tout mettre en œuvre en même temps. Le retrait d'essence, c'est ce qui va nous permettre d'entrer en méditation et d'isoler tous nos principes afin d'arriver à moksha ou kaivalya, la libération, hein, c'est-à-dire ce qui suit en fait l'union, ou ce qui est concomitant à l'union. En tant que personne, le yoga apporte ce mode de vision. Nous permet de nous comprendre. Et peut-être, du coup, nous permet de nous changer. Le changement, il n'est pas soudain, il est long. Je crois même que parfois, il n'est pas forcément pensé, mais il y a des choses qui se produisent au fur et à mesure qu'on avance. Je vous donne un exemple. Je pense que je suis une personne très rationnelle, relativement posée, très dynamique. Je peux m'énerver facilement, je prends la mouche facilement, je n'apprécie pas beaucoup les critiques. Maintenant, avec la pratique du yoga, ça n'a pas tellement changé. Sauf que les émotions que ça provoque en moi ont moins de teintes. Par exemple, je n'aime pas la critique, c'est vrai, c'est toujours vrai, mais je vais l'accepter plus facilement. Il n'y a pas si longtemps que ça, une personne m'a dit « Je n'ai pas aimé l'atelier que tu as donné ». Alors jamais je réponds c'est parce que je réponds, mais je me pose beaucoup de questions et je me dis mince, mais pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas très agréable en fait, quand vous recevez ce genre de choses. Et là, je me suis surprise à ne strictement rien ressentir, à prendre la chose de façon très 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 posée. Et je me suis dit, c'est pas mal, tu t'es détaché. Le détachement. Grande notion qu'on devrait tous avoir par rapport justement aux relations qu'il y a avec les gens et par rapport aux événements. Le détachement. C'est très difficile. Le détachement, et je pense qu'on en fera un podcast complet avec Amarjap Kaur, c'est cette capacité à ne pas réagir ou surréagir à une phrase, une situation, une émotion. C'est-à-dire à reculer d'un pas pour observer. Le summum, c'est quand on arrive face à une situation à reculer d'un pas pour observer la situation, s'observer en train de réagir mais sans se manifester et voir l'émotion qui redescend et à ce moment-là et uniquement après entrer en action. On peut aussi faire le choix de ne pas se détacher. Quand quelqu'un vous dit « je vous aime », vous pouvez faire un pas de côté et observer. Ou alors, tout de suite répondre. On est encore dans la réaction. Donc, il y a des choix qui sont faits. C'est ça le détachement. Le détachement, c'est aussi par rapport à nos désirs. C'est ce que nous permet d'observer d'abord le yoga,
les désirs, de les apaiser. Je crois aussi que au fur et à mesure qu'on intègre ce qu'on appelle les yamas et les niyamas, donc on va dire ces principes éthiques de comment se comporter en société et envers soi-même, dont le plus connu est Ahimsa, la non-violence, eh bien, petit à petit, à force de les appliquer, vous vous transformez en tant que personne. Et ça vous permet aussi de modifier comment vous êtes dans le monde. Vous allez avoir moins de désirs, notamment moins de désirs matériels. Peut-être une plus grande aspiration à la paix, à l'honnêteté, à la vérité. Bon, le yogi n'est pas, en tout cas le yogi occidental, même je pense le yogi dans le monde entier, c'est une personne. Donc c'est pas parce qu'on fait du yoga que tout de suite on atteint la sagesse. C'est la vérité. Attention, j'ai fait un podcast là-dessus. C'est pas forcément balancer ce qu'on pense à une autre personne. Ça c'est pas la vérité. Parce qu'il y a toujours Ahimsa. Et souvent quand on balance sa vérité à quelqu'un, en fait on est sous le coup d'une émotion et que déjà en fait il faut faire sens en soi avant de parler. Je pense aussi qu'on est dans une société en Occident. Je précise tout le temps en Occident parce qu'en ce moment, je suis quelqu'un sur Instagram qui est une Indienne qui habite maintenant aux États-Unis, Suzanne Bartatanki, qui a une approche vraiment très intéressante parce que elle nous ouvre les yeux sur à quel point nous avons modifié le yoga pour le transformer de façon très occidentalisée. Et je suis occidentale, je peux pas me changer, mais disons que je vais à chaque fois essayer maintenant d'apporter un bémol, parce que ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. C'est pas ce que peut-être vous aurait dit un Indien, un prof de yoga indien, un gourou, un maître spirituel. Donc voilà, ça sera la précision que je ferai, je pense, de plus en plus. Nous vivons dans une société individualiste, ce qu'on appelle la société ultralibérale, et par conséquent, la personne disparaît au profit de la notion d'individu. C'est-à-dire que quand vous parlez de personne, vous avez cette notion très généreuse de prise en compte de l'intégralité de ce qu'est la personne qui est un morceau de la société. L'individu, lui, c'est une collation de choses. C'est d'abord moi, je, l'ego, avant de les autres. Alors, le yoga va permettre de développer en partie la prise en compte de la personne et progressivement l'individu va s'effacer, sauf que force est de constater que en fait, j'allais vous dire, dans le monde du yoga, dans l'industrie du yoga, c'est beaucoup, moi je trouve, d'individualisme, à tel point que beaucoup de personnes s'expriment maintenant sur les réseaux sociaux pour montrer leur amertume. Et oui, parce que en fait, c'est long de changer et que il y a une mode du yoga qui fait qu'on a l'impression que tout le monde est comme vous, a les mêmes aspirations en tant que personne, et puis qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Ou que, il y a aussi beaucoup de gens qui sont malheureux, et c'est difficile de sortir de ces problèmes pour embrasser quelque chose d'un peu plus grand qui nous dépasse. La personne au sens l'humanité.
Voilà Marion. J'espère. J'ai pas de réponse, hein. En fait, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est juste vous proposer des pistes de réflexion avec différents éléments, des connaissances. C'est parfois un peu compliqué. N'hésitez pas à aller voir le blog parce que j'ai pas mal expliqué. C'est plus facile quand on écrit que quand on parle, surtout que je n'ai pas de notes sous les yeux. Et en fait, en termes d'intention pour cette année 2023, pourquoi ne pas tout simplement vouloir faire partie d'une communauté où on est tous différents et pourtant on a tous des aspirations similaires, partager. Je crois peut-être que c'est le plus beau mot qui existe, partager. Ça veut dire partager ses émotions, ça veut dire partager son cœur, ça veut dire partager ses sourires et partager ses peines. Et dans le partage, il y a le soutien, parce qu'un jour on partage et puis quelqu'un va nous soutenir et le jour d'après, ça sera l'inverse, l'interaction. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis merci, vraiment merci, un très grand merci pour m'écouter et franchement j'ai reçu de très très beaux messages ces derniers temps et vous pouvez pas le voir mais franchement ça m'a fait super méga plaisir. Voilà, c'est beau de voir que voilà, il y a d'autres personnes qui pensent comme moi ou comme nous. Quand je suis avec Maïmouna, qui partage ce même amour du yoga, cette même vision et ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur et je suis ravie, vraiment ravie et n'hésitez pas à m'écrire parce que voilà, quand je me couche le soir et je trouve un message sur ma messagerie comme celui de Marion il y a peu de temps ou quand je me lève ou dans la journée des petits mots, ça fait super plaisir. Donc merci beaucoup pour tous ces moments de plaisir et j'espère vous voir très bientôt et je vous dis très bonne écoute. Vous avez aimé ? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.